Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. La visite d'État du président Ibeka en France, c'est le sujet du débat de ce soir. La visite prend fin ce jeudi et déjà on peut tenter de savoir quelles peuvent être ses retombées. Cette visite est-elle aussi importante dans la forme que dans le fond? C'est ce que nous allons donc tenter de savoir avec nos invités qui sont au nombre de 4. Etienne Sissoko, économiste, il est donc en France, il est de la délégation. Et Mamadou Samake, il est politologue. Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, et dans ce studio, le professeur Abdoulaye Niang, qui est le directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques CNM. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Mesdames et messieurs, bienvenue. Studio Tamani. Alors, la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en France, une visite d'État, je vous le disais, c'est le sujet du jour. Alors, pour parler de cette visite, nous allons d'abord nous intéresser au premier volet, ce volet qui s'intitule « Les temps forts de la visite ». On dit que c'est pour la première fois que François Hollande fait ainsi grand honneur à un président d'un pays de l'Afrique subsaharienne en l'invitant donc en visite d'État. Peut-on désormais parler d'un ciel sans nuages entre Bamako et Paris? Nous allons poser la question en premier lieu à Etienne Sissoko qui est économiste. Il est de la délégation, il est donc à Paris. Etienne, que nous avons perdu pour l'instant. Je sais que nous aurons l'occasion de... Alors, Amédi Diarra est en ligne. On va donc lui poser la question. Amédi Diarra, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Diarra, on dit que c'est pour la première fois que François Hollande fait quand même un si grand honneur à un président d'un pays de l'Afrique subsaharienne en l'invitant en visite d'État. Est-ce qu'on peut penser désormais qu'entre Paris et Bamako, le ciel est sans nuages? Bon, en tout cas, c'est ainsi que nous le voyons dans la mesure où, dans l'histoire des relations, en tout cas le nouvel État indépendant, le Mali, c'est la première fois qu'un chef d'État soit en visite d'État. Donc, nous pouvons nous autoriser à croire que le ciel est désormais sans nuages. Alors, nous avons ici dans ce studio le professeur Abdoulaye Niang, qui est le directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques CNE. Professeur Niang, qu'est-ce que vous pensez de relations entre la France et le Mali après cette visite? Bon, un pas de franchi? Un pas de franchi, mais avec une caution. Laquelle? La caution est très simple. Il y a de cela quelques mois, le 15 mai en particulier, quand il y a eu un échange assez dur entre le président de la République du Mali et des Français qui se trouvent aux Nations Unies et aussi au niveau de l'Union européenne. Et on a vu qu'immédiatement, ils ont sorti ce que les sociétés secrètes à ordre savent faire. Tout ce qu'il y avait de pourriture sur notre président. Que nous, on avait dit, on le pardonnait, même si c'était vrai. Et cela s'ajoutait à quoi? Ça s'ajoutait à des critiques sévères faites par le ministre de la Défense, par le ministre des Affaires étrangères et par le président de la République française eux-mêmes. Je crains fort que nous, les Maliens, souvent, on aime l'aspect folklorique des choses et on ne va pas en profondeur. J'espère que ce n'est pas ce qui est arrivé aussi à Kadhafi, qui depuis longtemps était en conflit avec son ardeur belliqueuse, avec ces gens-là. Finalement, ils l'ont amené et il est allé s'installer dans le palais présidentiel. Et un bon matin, ils sont allés le chercher parce que ce qu'ils cherchaient, c'était qu'ils viennent et qu'ils les oublient. Et finalement, le mettre dans la situation où la Libye se trouve aujourd'hui, paix à son âme de Kadhafi, mais aussi c'est déplorable pour la situation de sa famille. Je crains que ce renversement brusque de leur attitude par rapport à notre président ne soit pas un moyen de diviser le Mali en plusieurs morceaux. Alors, nous allons à présent donner la parole à Mamadou Samake. Mamadou Samake qui est politologue.
Alors, Diarra, donc pour l'instant, Mamadou Samaké, nous, on ne l'a pas, on l'aura, on espère bien. Nous retournons donc à Amédi Diarra, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, dites-nous, monsieur Diarra, au-delà de l'aspect protocolaire, les relations n'entrent-elles pas dans une nouvelle phase entre les deux pays? Alors, c'est ce que disait le Tunin tout à l'heure, c'est on peut craindre que le beau temps, il puisse y avoir un mauvais temps. On ne peut pas le prévoir à l'avance, mais aujourd'hui, nous pouvons faire plusieurs lectures. La première, c'est que les relations entre la France et le Mali ont été jalonnées dans l'histoire des moments forts et des moments forts d'amour, on peut dire, et des moments forts aussi de frontières. D'un côté. De l'autre, le président de la République a beaucoup de liens sympathiques avec beaucoup d'hommes de la classe politique française. Le contexte malien de 2011, parce que même avant 2012, avant le coup d'État, 2011 jusqu'à très récemment, a été caractérisé par un certain nombre de problèmes géopolitiques, puisque nous savons qu'à l'époque, en 2011, le pouvoir politique en France était hostile au Mali, pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles aujourd'hui vous avez évoqué la question de Kadhafi, mais il y a aussi le refus du Mali, du gouvernement du Mali de l'époque, de signer les accords de réadmission que la France n'a pas accepté parce qu'un pays qui lui tient tête, comme le Mali, c'est inexcusable. Voilà, c'est pas le seul. Il y a la question de l'exploitation des ressources minières, la part qui est revenue ou rien qui n'est revenu à la France, etc., etc. L'ensemble de ces éléments-là sont des cocktails qui, à un moment, a explosé. Peut-être qu'on ne l'a pas vu venir, peut-être qu'on l'a vu, mais on n'a pas pu empêcher. Mais tout compte fait. Aujourd'hui, nous avons fait la lecture de tout ça, quand je dis nous, les Maliens, pas seulement l'État, pas seulement la classe politique. On a fait l'analyse de l'ensemble de ces questions. Ça ne profite à personne, sauf aux terroristes. Et aujourd'hui, les terroristes ont fait mal au Mali, mais font mal plus à l'Occident qu'encore qu'à des pays comme le Mali. Donc, il y a des concours de circonstances qui font que les États doivent se donner la main pour juguler un certain nombre de problèmes et ensuite, venir peut-être à d'autres questions. Et c'est ça qui nous fait dire qu'aujourd'hui, le ciel est entre la France et le Mali. Alors, nous allons à présent tenter de joindre le professeur Mamadou Samaké. Il est donc politologue, il est en ligne. Alors, dites-nous, monsieur Samaké, cette visite du président IBK en France, est-ce un événement majeur dans les relations entre Paris et Bamako? Bon, je le qualifierais d'événement majeur dans la mesure où c'est une visite d'État, avec les honneurs dus à son rang en tant qu'incarnation de la nation malienne. Mais au-delà du symbolique, les relations entre la France et le Mali sont quand même des relations vieilles de près de 155 ans. Elle est notre ancienne puissance colonisatrice. Mais de toutes les colonies que la France a possédées, le Mali est celui qui peut se targuer d'avoir été une nation avant l'État. Parce que l'État est une construction française. Allez-y, professeur, oui. L'évolution de ces relations, ces 55 dernières années, après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, tout le monde l'a su. Nous avons eu d'abord, sous la Première République, un régime socialisant qui a bâti sa propre monnaie. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est un pays enclavé. Lors des négociations pour le retour du Mali au franc CFA en 1967, je crois savoir que tous les économistes à l'époque avaient prôné une dévaluation de 33%, mais De Gaulle a voulu un pouvoir.
nous sommes allés à une dévaluation de 50%. Bon, ajouter au problème intérieur, c'est-à-dire la privation de liberté, bon, la sécheresse, j'en passe, le régime est tombé. Oui, au fil de l'évolution, en 61, le Mali a quand même demandé à la France de quitter le territoire malien, enfin, je veux dire les forces armées françaises. Bon, les raisons de la nature que nous ne pouvons pas sonner dues à nos propres erreurs ont fait qu'en janvier, en décembre 2012, sinon en janvier 2013, nous avons fait appel à la même France à travers l'opération Serval pour nous aider à reconquérir notre légitimité. Mais ceci est dû à quoi? À tout ce qui s'est passé en Libye. Mais qui a fait l'œuvre en Libye? Ils n'ont pas assuré le service après-vente. Mamadou Samake, on vous remercie pour ces rappels. On va vous retrouver donc dans un instant, le temps de faire un tour à Paris où se trouve Etienne Sissoko, qui est économiste, l'aide de la délégation. Dites-nous, Monsieur Sissoko, cette visite d'État, est-ce qu'elle a tenu toutes ses promesses? Pour l'instant, en tout cas, d'après la rencontre que nous avons eue à l'OCDE, il y a un certain nombre de pays qui ont effectivement tenu la promesse de faire des annonces. Entre autres, il y a l'Allemagne, la Chine, la Suisse, le Japon. Tous ces pays ont manifesté leur volonté d'accompagner le Mali dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Au total, il y avait plus de 144 pays, plus de 15 organisations internationales. Vous vous rapprochez peut-être un peu du microphone, du téléphone pour qu'on puisse mieux vous entendre, oui? Vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Voilà, je disais qu'il y avait autour de la table aujourd'hui plus de 44 pays et 15 organisations, dont la Banque mondiale, la BAD, la BID et toutes les autres institutions qui accompagnent le Mali. Donc l'ensemble de ces pays, sinon la grande majeure partie de ces pays, ont fait des annonces. Entre autres, il y a l'Arabie Saoudite qui a annoncé 107 millions d'euros, dont 90 millions de prêts sur 2 ans. Il y a le Japon qui a aussi annoncé 19 millions d'euros et la Suisse également 49 millions d'euros. Mais l'ensemble de ces manifestations vont en priorité aux régions du Nord. Et ça va notamment dans les infrastructures, dans la construction des infrastructures, dans la construction des services sociaux de base et aussi dans la construction de certaines routes également. Donc il y a, vous vous souvenez, à Bruxelles, il y avait eu également des annonces. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de faire un peu le point sur les différentes annonces qui avaient été faites. Et certains pays sont autour de 70 à 80% du taux de décaissement des annonces qu'ils avaient effectuées et se sont engagés à continuer dans ce sens-là, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et surtout du développement des régions du Nord. Donc, entre autres, il y a certaines routes qui vont être construites, la route Gombo-Nara, la route Kidal-Alibara, la route également Kidal-Gundam. Toutes ces infrastructures vont être mises en œuvre, en tout cas à en croire les différents pays qui étaient présents aujourd'hui. Donc économiquement, on peut dire également que le gouvernement du Mali s'est engagé lui aussi à décaisser 150 milliards dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en place de ce qu'ils appellent l'Agence de développement des régions du Nord, toujours dans le cadre de la construction des infrastructures et surtout la mise en place des services sociaux de base. Donc économiquement, on peut dire que les annonces ont tenu. Maintenant, il reste à savoir est-ce que ça ne va pas être à l'image de Bruxelles ou ça va être des annonces vaines où les populations vont continuer à rester dans la même attente des infrastructures. Donc,
Politiquement également, la rencontre a tenu également ses promesses parce que vous avez pu voir les honneurs qui ont été rendus au chef de l'État, que ce soit à l'Arc de Triomphe, que ce soit également le dîner offert à l'Élysée ou encore ce discours d'hommage qui lui a été rendu aujourd'hui. Mais encore une fois de plus, tout cela ne reste que politique. Ce que les Maliens attendent, c'est ailleurs. Ce que les Maliens attendent, c'est dans la relance économique. Et aujourd'hui, on n'est pas à mesure, moi en tout cas, je ne suis pas à mesure de vous dire exactement combien vont être débloqués pour l'État du Mali. Parce que comme je vous ai dit, il y a une partie des pays qui avaient fait des annonces à Bruxelles qui ont décompté de ce qu'ils avaient déjà donné et s'engagent à donner le reste. Il y a des pays qui ont fait des annonces nouvelles et il y a d'autres pays qui tiennent compte de ce qu'ils sont en train de faire déjà sur le terrain en matière de coopération, de renseignement et surtout même le personnel sur place, ils tiennent compte de tout cela comme étant une contribution au développement de notre pays. Donc, il faut attendre peut-être demain le communiqué final pour savoir exactement combien ont été annoncés, combien vont être décaissés dans les prochains jours. Alors, nous allons vous retrouver au cours de cette émission, mais pour l'instant, nous allons observer notre première pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La visite d'État du président Ibrahim Boubacar Keïta en France, c'est le thème du jour. Professeur Abdoulaye Niang, vous êtes le directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques CNEM. Des retombées, on va attendre pour en savoir de façon un peu plus précise. Pour l'instant, il y a eu des annonces, des chiffres importants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense rien de tous ces chiffres-là. Un bon statisticien. En réalité, on a toujours annoncé des chiffres pour l'Afrique. Au cours des 55 dernières années, si les chiffres annoncés étaient réalisés, l'Afrique sera le continent le plus développé. Si, par exemple, la France considère qu'elle est en première ligne avec l'annonce de 300 et quelques millions pour 2-3 ans, eh bien, je peux vous garantir que nos études montrent que le Mali pesait avec son partenaire Rangold sur le marché financier mondial 10 milliards de dollars. Si on nous écoutait, on ne faisait pas de ces 10 milliards de dollars. Et une part de ces 10 milliards de dollars aurait dû nous donner la mine d'or de Kibali aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, tout ce qui a été annoncé, comme l'a dit Étienne, en réalité, c'est des annonces. Mais c'est des annonces qui tiennent compte de ce qui existe. Et on était aux Nations Unies, on sait le jeu qui se passe à ce niveau. Cet argent n'est pas important pour nous. Et au moment où le Mali tombait en 2012, la région du Nord avait reçu de l'Union européenne 11 milliards de francs CFA qui avaient été dépensés et 22 milliards étaient en attente d'être dépensés tout juste au moment où il y a eu le coup. Donc ce n'est pas la première fois qu'on a annoncé des gros chiffres et que les réalisations au niveau de la population, que vous et moi, on puisse le sentir dans notre bien-être et dans le plein emploi, n'existent pas. Et personne ne peut développer personne. Et je peux tout juste ajouter que hier, au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta a commencé sa visite, la France, pays hôte et partenaire stratégique, le président de la République était hué par la population parce qu'il disait qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de richesse, capacité de création de richesse zéro pour 2010, du point de vue croissance, et 1 million de chômeurs. Comment voulez-vous qu'un président de la France qui soit hué et il n'a pas été autorisé à descendre pour s'adresser à la foule, puisse prendre de l'argent encore pour venir vous remettre M. Samaké. S'il l'amène $1, il va avoir $100 là-dessus. Sinon, ce n'est pas possible. En bon économiste, on investit sur des retours sur investissement. La France cherche aujourd'hui son redressement productif à travers l'Afrique et la Guyane. Mais sur l'or, ce serait basé sur le nouveau minier de la France, basé sur l'or. Donc aujourd'hui, ils cherchent par tous les moyens à ce que l'or revienne. Ils cherchent par tous les moyens à ce que les soldats qui sont démobilisés, des soldats qui ont pris leur retraite, qui puissent être dans des sociétés de sécurité, des services de sécurité dans nos pays. Donc, en réalité, je n'attends que nous assujettir et à nous mettre encore sous emprise d'un système financier mondial discriminatoire
et d'une coopération qui n'a jamais été profitable pour l'Afrique. L'Afrique crée suffisamment de croissance. Le Mali, le président est satisfait qu'il a 7,2% de croissance. Allons-y chercher cette croissance-là pour la rendre rentable pour vous et moi. Et nous avons la solution pour ça. Nous avons le modèle économique pour ça et nous avons la détermination aussi pour le réaliser. Amédi Diarra, le président du Haut Conseil des Maliens de France, il est en ligne. Dites-nous, Monsieur Diarra, vous avez certainement les échos de ce sommet, le sommet de l'OCDE. Oui, je devais y assister. Pour des circonstances dernière minute, je n'ai pas participé, mais j'ai l'ensemble des données comme les différents intervenants viennent de dire. Alors, une chose est de venir demander à des partenaires d'aider, une autre chose est de prendre son propre destin en main. Parce que, comme un des intervenants l'a dit, les sommes qui sont annoncées ne sont pas obligatoirement toutes disponibles en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Il faut bien analyser cet aspect. C'est important, c'est vrai, parce que pour les citoyens maliens lambda, lorsqu'on va entendre des centaines et des centaines de millions d'euros ou des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA, on va croire que, demain, chacun peut dormir sur un nuage. Ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que effectivement aujourd'hui, nous en tout cas, nous Maliens de France, ce dont nous nous réjouissons, c'est la perspective de se retrouver en paix. Parce que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Et on sait qu'aujourd'hui, la paix requiert beaucoup de moyens, des moyens humains, des moyens matériels. Ne serait-ce que par rapport à cet aspect, avoir des gens à ses côtés est un élément important. Avoir aussi des gens qui, dans un moment, on a senti que plutôt ils se penchent du côté des autres, mais les avoir au milieu, même s'ils ne sont pas d'un côté ou de l'autre, les avoir au milieu, comme on dit, c'est important, puisque ça permet à l'État d'assurer d'autres fonctions régaliennes qui sont la condition sine qua non du développement d'un pays. Les infrastructures, c'est important, mais surtout la création de richesses. Ce que nous constatons au Mali, c'est que jusqu'à maintenant au Mali et ailleurs, ce n'est pas propre seulement au Mali, il y a beaucoup de régions qui vivent sous perfusion. Et bien, nous, Maliens, devons avoir le courage de le dire, et une fois de trouver des solutions. Dire que le développement des régions du Nord, ce n'est pas seulement la perfusion de l'extérieur qui peut l'assurer. Il faut que les femmes et les hommes qui habitent dans ces régions acceptent de travailler, de produire des richesses. Il y en a peut-être pas des tonnes, comme en Mali même, il n'y en a pas des tonnes, il y a des secteurs spécifiques, mais il y en a. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Que les femmes et les hommes qui habitent, ou ceux qui viennent aller habiter là-bas, mais qui acceptent de produire, qu'est-ce qu'on leur propose? Il faut que nous ayons le courage de le dire, qu'on se le dise les yeux dans les yeux, que le développement du Mali, ça passe d'abord par se retrousser les manches soi-même, et après, lorsqu'il manque une daba par-ci, on peut aller demander à quelqu'un de prêter 150 francs CFA ou 1000 francs CFA pour aller acheter la daba. Mais à condition, quand on a la daba, qu'on accepte d'aller travailler la terre. Mais les solutions ne résident que dans cette direction, non pas à injecter des dizaines et des dizaines de milliards, voire des centaines et des centaines de milliards. Parce que ça a été fait pendant 50 ans, ça n'a pas produit les effets escomptés, il faut qu'on procède autrement. Or, c'est vrai, l'Occident, dans cette histoire, la musique qui est jouée jusqu'à maintenant, c'est de dire, c'est le manque de développement des régions du Nord qui fait que les gens prennent les armes. On peut le dire comme ça. Mais quelles sont les régions du Mali qui sont développées par l'argent que l'Occident apporte? Aucune région. Or, les autres régions n'ont pas pris forcément les armes, contribuent au développement du pays en permettant eux-mêmes, en se donnant au travail, peut-être avec peu de moyens. Vous voulez donc dire que les Maliens doivent être plus réalistes?
ben, il faut effectivement, le réalisme, ça passe effectivement d'abord par dire que nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait et par rapport à ce que les autres nous proposent. On a besoin d'argent, on a besoin de moyens, on a besoin de formation de militaires pour assurer la sécurité dans les quelques années qui viennent, mais surtout on a besoin de volonté. Cette volonté, c'est seulement chez nous. Ok, Monsieur Diarra, on vous retrouve dans un instant. À présent, nous allons aller du côté de Mamadou Samaké, le politologue. Monsieur Samaké, vous avez donc entendu les chiffres. Que vous disent les annonces faites au sommet de l'OCDE? Bon, les chiffres, c'est bien beau. Mais je crois que tout ceci passe d'abord par la paix. Par notre propre capacité à ressouder le tissu national. Il n'y a pas de développement sans paix. On a beau amener 1000 milliards d'euros à la République du Mali, tant que cette situation d'insécurité perdurera, ces 1000 milliards ne serviront absolument à rien. Il faudra que nous-mêmes, entre Maliens, nous ayons la capacité de reconstruire le tissu national. Et ceci passe nécessairement par un dialogue national. On n'a pas besoin que Alger, à travers son processus, nous dise que c'est un dialogue d'entente nationale. Regardez comment le Burkina, à travers le courage de son peuple, de sa population civile, a pu transgresser le dictat de la communauté internationale pour pouvoir émerger par lui-même. Mais faites une petite rétrospective. Depuis l'avènement de notre crise, à travers la crise sécuritaire qui a commencé le 17 janvier par la prise de Menaka, Kizawaten, Aguelok, j'en passe, et le coup d'État du 22 mars, quelle est la table ronde qui a réuni les Maliens pour pouvoir trouver une solution endogène à nos problèmes? Nos parents qui sont en Mauritanie, au Burkina, au Niger, souffrent, veulent revenir. Mais vous croyez que c'est la communauté internationale qui pourrait les faire revenir sans que les Maliens eux-mêmes puissent réfléchir en fonction de leur culture, en fonction de leur développement social, parce que je l'ai dit dans ma première intervention, de toutes les nations colonisées par la France, le Mali est le seul qui peut se targuer d'avoir été une nation. La nation a précédé l'État. Nous étions une nation quand d'autres étaient au rigolo. Donc, il faut sortir de la logique de l'assistance et prendre conscience de soi-même. Et quand on a conscience de soi, on peut tout construire. Alors, on vous remercie, professeur. On va donc vous retrouver au cours de cette émission. Mais je pense que d'ores et déjà, nous allons pouvoir observer une seconde pause, puisque dans moins de 2 minutes, il sera 18h45. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que nous sommes donc sur la visite d'État que le président Ibrahim Boubacar Keïta a entamée en France, une visite qui s'achève en principe aujourd'hui. Dans ce studio, pour en parler, nous avons, enfin, pas forcément dans ce studio, il y en a qui sont en ligne. En tout cas, dans ce studio, nous avons le professeur Ablaye Niang, qui est le directeur donc, du Centre de recherche et d'études stratégiques CNM. En ligne, Étienne Sissoko, il est économiste et se trouve en France avec la délégation. Mamadou Samaké, politologue lui aussi en ligne, et Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, on l'a constaté, la plateforme et la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, se trouve en France dans le cadre de cette visite d'État. Alors, dites, c'est une initiative des plus hautes autorités du Mali ou celle de Paris? Est-ce que c'est quelque chose d'imposé par hasard ou c'est une initiative qui a été prise de façon souveraine par le Mali? Je pose la question à
à Étienne Sissoko, qui est économiste et qui est sur place à Paris. Je crois que je ne peux pas répondre avec exactitude si c'est le gouvernement qui a demandé ou si c'est la médiation. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je suis d'accord avec l'ensemble des participants qui ont dit qu'il faut un climat de paix, il faut que la réconciliation se fasse pour que les infrastructures, pour que les investissements que nous allons réaliser dans notre pays, quelle que soit après la source de financement, qu'il faut une situation de paix pour aller de l'avant. Et de ce point de vue-là, la conférence au moins a permis quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, ce matin, quelque chose de très important s'est passé dans la salle. C'est que après les interventions du ministre Diop et du ministre Dadi, il y a Mohamed Dieri qui a pris la parole pour dire qu'effectivement, ils se sont mis d'accord à Anefis à signer un document et que tous sont désormais derrière leur président de la République et que la hache de guerre a été définitivement enterrée. Parce que les partenaires ont besoin de savoir si oui ou non ils ne sont pas en train de jeter leur argent par la fenêtre, si les groupes armés sont effectivement en phase avec le Mali, avec le peuple malien, avec le gouvernement du Mali. Donc après cette intervention, après on peut douter de la crédibilité des groupes armés quand on sait tous les discours qu'ils ont eu à dire dans le temps et les actions qu'ils ont pu poser. Mais aujourd'hui, en face de la communauté internationale, des partenaires techniques et financiers, des autorités du Mali, un tel discours est réconfortant pour le Mali. Donc maintenant, il s'agit, et tous aujourd'hui ont salué la mise en place du comité justice, vérité et réconciliation qui, selon eux, pourrait créer l'apaisement et permettre aux infrastructures d'être mises en place et surtout aux services sociaux de base de reprendre. Mais moi, mon avis personnel, c'est que au-delà de toute cette question sur la visite du président de la République, je crois qu'il est important que nous soyons conscients que notre développement ne viendra pas d'ailleurs, que les fonds que nous devons créer sont disponibles dans notre pays, qu'il suffit simplement de mettre en place notre propre politique et de chercher nos propres financements pour pouvoir justement mettre en œuvre cet accord. Et je crois que ce n'est pas le professeur Ablaïnian qui va me contredire lorsque je vais dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies au Mali pour faire de notre économie la plus enviée de la sous-région et pourquoi pas du continent. Parce que la ressource humaine est là, parce que les ressources naturelles sont là, parce que les hommes sont là pour mettre en œuvre et les politiques économiques peuvent être définies par les gens au niveau national. Et qu'est-ce qui manque pour le plus justement arriver à cet objectif. Et ce qui manque le plus, c'est la volonté politique, c'est toujours aujourd'hui cette volonté de tendre la main et de ne pas mettre en avant nos propres capacités. Et la manifestation aujourd'hui de Bruxelles et aujourd'hui de Paris montre à suffisance que nous avons beaucoup à faire quant à mettre en avant nos propres capacités à générer des ressources. Je vous prends simplement deux exemples pour terminer. Vous avez aujourd'hui les exonérations fiscales qui sont accordées aux entreprises multinationales, qui sont des manques à gagner pour notre économie, qui sont accordées à certaines entreprises nationales qui n'en ont pas besoin, et ceux qui ont le plus besoin d'exonération, à savoir les jeunes qui sont promoteurs de projets innovants, des jeunes qui viennent juste de finir avec les études, n'ont pas accès à ces exonérations. Deuxième exemple, vous avez toujours cette question d'organisation de notre secteur informel pour pouvoir tirer, parce que ça constitue des niches fiscales, parce que ça constitue des manques à gagner. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel énorme au sein de notre pays pour justement mobiliser les ressources au niveau interne. Et il y a toujours la question de la gouvernance économique que nous devons mettre en avant. Parce que ça ne sert à rien de mobiliser des milliards au niveau international et que les conditions nécessaires pour l'utilisation efficace et efficiente de ces ressources ne soient pas au rendez-vous. Le vote de la loi contre l'enrichissement illicite est une bonne chose. Il faut l'appliquer, il faut commencer à l'appliquer pour justement permettre à nos fonds d'être gérés de façon efficace et efficiente. Alors, nous allons un peu nous éloigner de l'économie et des finances pour revenir à ma question en me tournant cette fois-ci du côté
sujet du professeur Abdoulaye Niang. Alors, dites-nous, professeur, la plateforme et la CMA à Paris dans le cadre de la visite d'État du président IBK, c'est quelque chose de positif, non? Non, c'était quelque chose d'obligé. Parce que cette table ronde, qui a plusieurs noms, mais c'est fait pour le Nord. C'est dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc c'est tout à fait normal que les parties prenantes à ça soient présentes. Je crois que ce problème ne se pose pas. Le problème, c'est de savoir que si des engagements sont pris par la communauté internationale, et dans votre journal parlé tout de suite, le président Ibrahim Boubacar Keïta, j'engage le Mali, j'engage. Il y en a 150 engagements au moins dans le document de l'accord. Si jamais on n'arrive pas à satisfaire à nos engagements, à partir du moment où la plateforme et la CMA se sont mis d'accord pour faire face à la contradiction externe, qui est Bamako, eh bien la même France, va aller au Conseil de sécurité pour prendre une résolution et de compléter le processus de souveraineté de cette partie du Mali, qui couvre les 2/3. Et après, maintenant, ils vont se bagarrer pour se partager le territoire entre la CEMA, la plateforme, et d'autres groupes vont naître entre. C'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas ça. On ne veut pas dépendre de l'argent des autres. Dans ces conditions-là, à partir du moment où le Mali est sous menace, la loi IBK, dans son article 6, nous permet aujourd'hui de faire de la réquisition entre 600 et 1000 milliards de francs CFA et de s'occuper de l'or de Kidal et d'ouvrir Tessalit comme étant la base pour la co-entreprise sécurité du Sahara ou de l'Afrique, qui va tout amener de l'argent, et en même temps, on a une réserve d'eau immense au niveau de ces régions. On a un champ solaire extraordinaire au niveau de ces régions. Aujourd'hui, on peut produire suffisamment de tomates à travers un modèle que nous avons développé à Samankoum qui peut permettre d'exporter du concombre, des tomates et autres vers l'Europe et de qualité. Donc, il faut simplement, comme l'a dit Étienne et les autres, il faut simplement sortir de la léthargie intellectuelle. C'est ce qu'on nous a dit à Bruxelles. On a dit sortons de la léthargie intellectuelle et informons les médias pour que les médias soient en capacité de la société et être en interpellation de la classe politique, non pas d'aller faire le garibou à Paris, mais plutôt se retrouver soi-même, mais dans le cadre d'une vision de globalisation de co-entrepreneuriat, dans le cadre d'une stratégie de globalisation de co-entrepreneuriat qui permet à nous d'avoir une partie de la richesse générée chez nous pour la retenir, mais aussi de permettre aux autres d'être riches de notre richesse. Parce que personne ne nous laissera tranquille s'ils ne sont pas dans notre richesse aussi. Nous allons à présent parler d'enjeux politiques, toujours d'enjeux politiques et sécuritaires. Cette fois-ci, les sujets évoqués au cours de la visite sont nombreux, vous l'avez aussi remarqué. Il y a l'accord de paix signé donc en juin 2015. Cette visite, est-ce qu'elle va permettre de faire avancer les choses quant à la mise en œuvre de l'accord? Nous allons poser la question à Amédi Diarra, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Votre avis? Bon, vous savez, je pense que certains disent même que cette visite d'État, c'est un peu pour calmer le président de la République et le gouvernement du Mali. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont des passages obligés pour tout État qui se trouvait dans la même situation que le Mali. On a été confronté à un problème, on veut le résoudre. Il faut accepter un certain nombre de choses qu'on peut appeler des compromis dynamiques. Ces compromis passent d'abord par un pas et progressivement pour que les acteurs puissent se parler, s'acceptent et après finissent par avoir confiance les uns aux autres. Alors, juste en 2 mots, puisqu'il reste peu de temps, oui, allez-y. Mais je pense que le fait que la plupart des acteurs du conflit d'il y a quelque temps se retrouvent à Paris, c'est un signe. Mais il faut aller loin. Il faut aller loin en mettant en place des choses qui, obligatoirement, ne sont pas faciles. Parce que on a compris que très souvent, les gens sont contents que quand on leur donne l'argent. Et il faut sortir de ça. Et je pense que, comme l'ont dit un certain nombre de spécialistes, les économistes, dans les régions du Nord,
il y a de quoi à faire vivre l'ensemble du Mali. Comme dans d'autres régions du Mali, il y a de quoi faire vivre le pays. Alors, il faut qu'on commence par exploiter ces richesses-là au niveau des Maliens, que les gens travaillent. Parce que tant qu'on ne fait pas cela, ben, on n'ira nulle part. Dans quelques années, nos enfants, nos petits-enfants, voilà, il faut l'éviter. Voilà. Il y a des possibilités. Voilà. Les auditeurs vous ont certainement compris. Nous allons maintenant donner la parole à Mamadou Samaké. Et dites-nous, Monsieur Samaké, est-ce que vous vous attendez au fait qu'après cette visite, les choses vont un peu s'accélérer quant à la mise en œuvre de l'accord de paix? Bon, je me réjouis du fait que les principaux signataires de l'accord, à savoir le gouvernement, la plateforme et la CEMA, soient à Paris. Bon, ce que le peuple malien attend et dont il a très soif, c'est d'abord sa sécurité. La sécurité de ses personnes, la sécurité de ses biens, la sécurité de l'intégrité du territoire. Si les financements peuvent être mobilisés à Paris pour accélérer le processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion à travers les sites de cantonnement qui ont été déjà définis, nous applaudirons. Ben, à l'interne, il faudra que nous ayons une bonne vision de la gouvernance même de l'accord. Il est temps que la plateforme, le CEMA et les pouvoirs publics, à travers les missions régaliennes, mettent en place des patrouilles mixtes pour sécuriser les Maliens. Voilà, cela est donc bien dit et bien compris. Voilà, on vous remercie. Oui, allez-y. Sans la sécurité, il n'y aura jamais de développement. À présent, nous allons donner la parole à Etienne Sissoko pour quand même une autre question puisqu'il nous reste très peu de temps. Alors, dites-nous, Etienne Sissoko, vous êtes sur place, on a évoqué beaucoup de sujets là-bas, mais vous le savez, il y a eu à un moment donné quand même des sujets qu'on appelle des sujets qui fâchent entre la France et le Mali. Alors, ces sujets, est-ce qu'on peut s'attendre au fait qu'ils seront enterrés cette fois-ci et qu'ils ne vont pas ressurgir? Vous comprenez de quel sujet je parle, certainement? Oui, en tout cas, de l'hommage que le président de la République française a rendu ce matin à l'OCDE à Ibeka, on peut espérer que ces problèmes ont été définitivement enterrés. Et on l'espère pour le bien du Mali. Parce que nous l'avons vu, chaque fois que le président essaye de faire ce que le peuple malien attend de lui, ce sont ces différents dossiers-là qui sortent. Donc aujourd'hui, avec cette rencontre, avec cette visite d'État, nous allons espérer qu'après l'entretien, le tête-à-tête qu'il a eu avec François Hollande, qu'après les hommages publics qui ont été rendus, que nous avons définitivement tourné la page et que le président pourrait désormais se consacrer aux besoins prioritaires du Mali et à la défense surtout des intérêts du peuple malien. Merci Etienne Sissoko. Retour dans ce studio pour retrouver donc le professeur Nyanko. Dites-nous, Abdoulaye Nyanko, qui est directeur du Centre de recherche d'études stratégiques Séné. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes sûr que ça n'est fini? On n'entendra plus parler de certaines affaires comme l'affaire Tomi, scandale de l'avion présidentiel? Non, ce n'est pas possible de les enterrer. Ça fait partie du jeu stratégique. La France, aussi longtemps que la France ne peut pas créer de la croissance économique chez elle, aussi longtemps que la France ne peut pas créer des emplois chez elle, elle est obligée d'avoir sous ordre nos chefs d'État. Et le Mali est dans une région où c'est suffisamment riche en ressources naturelles, mais aussi la guerre commerciale autour de la drogue, des armes et tout. Donc il faut contrôler toujours le président du Mali, c'est la tentative qu'ils vont faire. Mais si nous, citoyens qui avons élu le président, nous disons qu'on va le protéger, eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le réussisse pas. Le dividende, on le souhaite que désormais, ils ne vont pas le faire comme ils l'ont fait maintenant. Ils vont plutôt l'appeler pour lui dire, écoute, il y a ça, hein, et donc tu t'arranges bien, mais pas en public, parce que ça humilie toute une nation aussi grande que la nôtre. Alors, merci professeur Niang, merci Etienne Sissoko en France, Mamadou Samaké, politologue, merci à vous aussi Amédi Diarra qui est donc en France, merci. C'est la fin de cette émission mise en onde Seydou, régie vidéo, nous dirait, réalisation Ayoubasso. Cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On vous retrouve donc demain pour
le podium de la presse. Voilà, merci. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Maundi. Chennibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue.